Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Destructeurs du Monde, le podcast qui explore les heures les plus sombres de l'histoire. Aujourd'hui, on va dans l'Ouzbékistan de 2005 pour parler du massacre d'Andijan. Générique. Notre histoire se déroule sous la présidence d'Islam Karimov, un ancien apparatchik soviétique devenu le dirigeant de l'Ouzbékistan après la chute de l'URSS. Karimov incarne une dictature brutale, une corruption omniprésente, une population réduite à une pauvreté écrasante et une répression policière terrifiante. Écoutez ce témoignage glaçant de Craig Murray, ambassadeur britannique en Ouzbékistan entre 2002 et 2004. J'y ai trouvé un pays qui vit dans une peur profonde. C'est un État totalitaire qui n'a dans les faits quasi rien réformé depuis la fin de l'ère soviétique et qui a ajouté un surplus de brutalité, de violence et de corruption. C'est un État où tout le monde a peur de son voisin, où il y a 40 000 agents de la police secrète rien que dans la ville de Tachkent. Et, fait étonnant, c'était un État où les gens disparaissaient et étaient torturés de manière industrielle et qui était financé et organisé par les États-Unis. Mais au milieu de cet océan de désespoir, à Andijan, une ville de l'est du pays, un groupe de 23 entrepreneurs locaux devient une lueur d'espoir. Ils créent des emplois bien rémunérés, financent des écoles et des hôpitaux. En somme, ils accomplissent ce que l'État refuse de faire. Leur succès attire rapidement la colère de Karimov, qui voit en eux une menace. Ils sont arrêtés durant l'été 2004, sous prétexte de fondamentalisme religieux, une accusation fourre-tout utilisée pour faire taire toute opposition. La population d'Andijan, déjà à bout, est indignée par l'arrestation des entrepreneurs. La colère finit par exploser dans la nuit du 12 au 13 mai 2005. Un groupe d'hommes s'empare d'une caserne militaire et d'un commissariat de police et réquisitionne les armes qui s'y trouvent. De là, ils libèrent les quelques 2000 détenus de la prison locale, dont les 23 entrepreneurs, et s'installent sur la place Babour, au cœur de la ville, pour y organiser un meeting. Ce faisant, ils prennent également d'assaut un bâtiment administratif, dans lequel ils feront une vingtaine d'otages parmi les fonctionnaires qui y travaillaient alors. Rapidement, des milliers de civils, galvanisés par l'espoir d'un changement et par l'annonce de l'arrivée imminente du président Karimov dans leur ville, se rassemblent sur la place, déjà encerclés par les forces de l'ordre, stationnés là de manière passive depuis tôt dans la matinée. Mais alors que la foule atteint entre 10 et 15 000 personnes en cette fin d'après-midi, la réponse du régime est brutale. Les négociations entamées par le ministre de l'Intérieur, Zokir Almatov, afin d'obtenir le retrait des manifestants échouent, comme en témoigne cet échange téléphonique avec l'un des leaders du mouvement. Allô ? Vous avez réfléchi à mon offre ? Non, on vous a donné notre réponse. Ça va être moche, mon ami. Ce qui arrivera, arrivera. Et le pire arrive effectivement. En début de soirée, les forces de l'ordre, passives jusque-là, ouvrent le feu sur la foule. Civils, otages, insurgés, personne n'est épargné. La répression est aveugle et sanglante. Bien évidemment, Islam Karimov n'est pas venu à Andijan ce 13 mai 2005. Le gouvernement ouzbek parle officiellement de 187 victimes tuées ce jour-là, principalement des membres des forces de l'ordre. Mais des estimations indépendantes évoquent entre 500 et 1500 morts, presque exclusivement des civils. Les chiffres restent flous, car aucune enquête internationale n'a pu être menée sur le sol ouzbek. Ce massacre ne se limite pas à la ville d'Andijan.
des manifestants qui fuyaient vers le Kyrgyzstan voisin sont également massacrés dans des villages frontaliers comme Teşiktaş. Environ 500 réfugiés parviennent à atteindre le Kyrgyzstan voisin. Mais ce n'est pas la fin de leur souffrance. Le président kirghize, Kurmanbek Bakiev, tout juste arrivé au pouvoir suite à la révolution des tulipes, hésite à accorder l'asile aux réfugiés ouzbeks, craignant de s'attirer la colère de Karimov. Finalement, ces réfugiés seront transférés en Roumanie, puis dispersés à travers le monde pour garantir leur sécurité et leur éviter une expulsion vers l'Ouzbékistan où ils risquent torture et lourdes peines de prison. Une partie des manifestants restés en Ouzbékistan vont être emprisonnés et torturés par les autorités, qui souhaitent obtenir de faux aveux et les noms d'autres personnes impliquées dans la manifestation. Les familles des réfugiés restés en Ouzbékistan vont, elles, subir des menaces régulières de la part des autorités afin de forcer ceux qui ont pu fuir à rentrer au pays. Malgré ce massacre, Karimov reste solidement au pouvoir. Il est réélu en 2007 avec un score de 88% pour une participation de 90%, des chiffres bien évidemment truqués. Bis repetita pour l'élection de 2015. L'Union européenne impose quelques sanctions économiques à l'Ouzbékistan après le massacre. Mais celles-ci sont levées en 2009, car l'Ouzbékistan possède des ressources stratégiques comme de l'or, du cuivre, du gaz et de l'uranium. Les États-Unis, qui utilisaient la base ouzbèque de Karchik-Anabad dans le cadre de leur campagne militaire en Afghanistan, tentent de pousser pour une enquête indépendante. Mais face à cette pression, Karimov expulse les Américains de leur base en novembre 2005, montrant à quel point il est maître chez lui. Karimov reste finalement au pouvoir jusqu'à sa mort en 2016. Son premier ministre, Shavkat Mirziyoyev, prendra sa succession. Bien que dictateur lui aussi, il se montre légèrement plus réformateur, notamment sur le plan économique. Et le massacre d'Andijan ? Il reste dans l'ombre, rarement mentionné sur la scène internationale. Un épisode de plus dans l'histoire tragique des répressions sanglantes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destructeurs du Monde. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. On se retrouve, nous, dans 2 semaines, pour une nouvelle plongée dans les pages sombres de l'histoire. À bientôt.